l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Libéré Tiraka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 20 d'Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Dans quelques instants, on va débattre autour de cette question. L'ASM a-t-elle beaucoup à perdre durant ce tournoi Destination 2019 ? Pour en parler, on a réuni plusieurs spécialistes rugby, Jean-François Nunez, Arnaud Clergue et Christophe Buron. Bonjour messieurs. Salut Manu, salut à tous. Bonjour Manu. Dans ce podcast, on retrouvera également les top flops. On fera aussi un focus sur le match Castres ASM de samedi et on terminera bien entendu avec le traditionnel quiz. Mais on va commencer cette émission par les 3 infos essentielles ou pas. Première info, on va parler de l'ASM du coup qui s'est envolé ce dimanche pour le Japon. Vous le savez, le club auvergnat a été choisi par le comité directeur de la Ligue nationale de rugby pour disputer une rencontre caritative au Japon face à une sélection des meilleurs joueurs du championnat japonais. Ce match aura lieu samedi matin. Alors, je préviens les lève-tôt, ce sera à 6h, donc il faudra régler les réveils pour ceux qui veulent voir ce match. Ou les couches tard. Ou les couches tard, ouais, effectivement. Donc le staff clermontois a amené 26 joueurs au Japon, pas mal de jeunes, puisqu'on rappelle donc les internationaux bien entendu ne sont pas là. Et il y a plusieurs cadres également, je me tourne vers toi Christophe, qui ont été laissés au repos et qui restent en Auvergne du coup. Tout à fait, les vieux grognards sont laissés à la maison parce qu'ils ont besoin un peu de recharger les accus, et notamment ceux qui ont beaucoup joué, je pense à Timani, à Zirakashvili. Fritzi lui est ménagé parce que c'est quand même une pièce maîtresse de l'édifice et on ne va pas s'amuser à lui faire prendre des risques et une blessure incongrue au Japon. Donc voilà, ce genre de joueurs sont laissés au repos en effet. Et après il y a pas mal de jeunes, les Van Tonder, Uto également, voilà, qui ont... Oui, même s'il faut relativiser l'intérêt sportif de ce match qui à mon avis est qu'un prétexte par rapport à cette semaine un peu découverte et un peu dans un rôle d'ambassadeur. L'ASM va représenter le rugby français, va soigner un peu son image si l'occasion se présente et aller manger quelques Ferrero chez l'ambassadeur. On sait que l'ASM avait l'habitude ces dernières saisons, Fracasima avait instauré ça, mettre en place un stage après le tournoi destination pour récupérer les internationaux. Du coup là, il ne va pas le faire, il profite de cette opportunité. D'autant que c'est tout frais payé, là. C'est tout bénef. Après, c'est pas du tout le même genre de stage. Le stage qui était organisé les autres saisons, c'était avec les retours des internationaux, il y avait l'effectif au grand complet. Là, c'est loin d'être le cas. Mais ça permet de créer aussi une cohésion, de créer quelque chose entre eux. Donc bon, voilà. Le voyage était moins long les autres années. Et les voyages étaient moins longs. Mais je crois savoir quand même que là, ils ne voyagent pas dans de mauvaises conditions, quoi. C'est plutôt... Ils sont arrivés d'ailleurs ce lundi midi. Ça y est, ils sont arrivés. Ouais, j'ai vu sur Instagram notamment des sièges assez confortables sur les stories Instagram des joueurs. On est quand même à 9 mois de la Coupe du Monde qui a lieu dans ce pays-là, et je pense que c'était pas inintéressant pour certains Français et même tout simplement pour le staff d'aller voir un peu comment va le rugby japonais. On connaît le rugby japonais de sélection, on connaît pas le rugby japonais de club, de franchise plutôt, faudrait préciser. On va voir ce que vaut cette sélection des meilleurs joueurs évoluant au Japon ou japonais d'ailleurs. Faudrait voir exactement de quoi il en retourne. Est-ce que ce sera une sélection de japonais ou de joueurs je crois que ce ne sont que des japonais, oui. Il me semble. Effectivement, que des joueurs sélectionnables avec l'équipe du Japon. On verra pas Don Carter ou des stars qui ont immigré là-bas pour la beauté du site. Autre info, elle concerne Patricio Fernandez qui aurait fait son choix. Une information qui a été révélée par nos confrères de RMC Sport samedi. Donc l'ouvreur argentin qui avait annoncé fin décembre son souhait de quitter l'ASM à la fin de la saison, mais se serait s'engagerait pour 3 ans avec Lyon. Une information qui nous a été confirmée depuis. Voilà, c'était dans les tuyaux. Oui, je savais que le Loup était très intéressé par Fernandez. Ça bloquait un petit peu par rapport à sa visite médicale. Ils avaient quelques doutes sur l'état de son genou. Bon, ils ont dû être rassurés s'ils lui ont fait signer un contrat de 3 ans. Donc voilà. Bon vent, Pato. Et autre info, on va embrayer son remplaçant, parce qu'on sait donc que l'ASM recherche un ouvreur. Son remplaçant ne sera pas
Jules Plisson, l'ouvreur du Stade français, donc qui était courtisé par l'ASM, mais aussi par le Loup, a annoncé dans un entretien accordé aux Parisiens ce dimanche qu'il allait rester au Stade français. Et il a dit, je cite, « Il y a plusieurs choses qui font que je reste finalement à Paris. J'ai eu une vraie discussion avec Heineke Meyer. On a mis les choses à plat. » Jean-François, je suis sûr que vous avez quelque chose à rajouter. Non. Il suffit de regarder les 2 dernières minutes du match du Stade français hier soir à Toulon pour se rendre compte à quel point le Stade français est heureux de conserver Plisson dans son effectif. Ouais. Voilà. Même Andy Good, l'ancien ouvreur anglais, a salué la très belle défense de Plisson. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure également. Eh bien d'accord, très bien. Il risque pas d'abîmer le brushing, garçon. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. C'est maintenant l'heure du débat avec cette question. L'ASM a-t-elle beaucoup à perdre pendant le tournoi des 6 nations ? On rappelle, Clermont battu ce week-end à Castres 24-16, a laissé pour la première fois de la saison son fauteuil de leader, doublé par le Stade toulousain. Messieurs, qu'en pensez-vous ? Anecdotique, cette première place, tant que l'ASM reste seconde. Premier ou deuxième, c'est à peu près c'est exactement la même chose. Effectivement, que les 2 premiers se qualifieront directement puis pour les demi-finales à l'issue de la phase régulière. Tout à fait. Et puis on a coutume de le dire, c'est pas parce que vous finissez premier que ça rapporte un titre à la fin. Donc là, c'est anecdotique. Après, pour revenir au débat, l'ASM a-t-elle à perdre ? Tout va dépendre un petit peu, pour moi, d'une chose essentielle, c'est l'état des adducteurs de Fernandez. Parce que ce garçon, même s'il n'empile pas les bonnes performances et qu'il est plutôt plus souvent décevant que performant, on a quand même besoin d'un numéro 10. Et les 2 mois à venir, il y a quand même 5 matchs, je crois, au programme, ou 4 matchs. Ouais. Désormais 4. Je comptais le 5e avec celui de Castres qui vient de passer là, sans les internationaux. Si il venait à être sur le flanc à nouveau, c'est-à-dire qu'il déchire les adducteurs, on ne sait pas encore, ça poserait vraiment un problème majeur à l'ASM. Et là, on pourrait peut-être avoir quelques craintes qui, pour moi, sont compensées par le fait que le programme du top 14 sur cette période est quand même assez favorable à l'ASM. Il y a 3 réceptions. Pas des gros clients a priori, à part Bordeaux-Bègles quand même. Bordeaux-Bègles qui va être pour moi le test le plus important. Bon, après tu peux aller perdre à Lyon, c'est pas même prendre une raclée, c'est pas important. Enfin, pas important. C'est pas ce match qui va faire la différence. Mais par contre, s'ils gagnent les 3 à domicile, ils seront passés entre les gouttes, sans problème. Non, je suis assez d'accord avec Christophe. Honnêtement, il y a ce problème du numéro 10, c'est clair et net. On l'a vu. On l'a vu dès le match à Castres où il y a eu du coaching avant la demi-heure de jeu, la rentrée de Nana Williams. Un de ses premiers ballons renvoie directement en touche. Son premier ballon. Et sur cette période du tournoi, non, je pense pas que l'ASM ait grand-chose à perdre. En effet, il y a la réception de l'UBB qui, pour une fois, va peut-être aller au bout de ses intentions et peut-être qu'on les aura dans les 6 et dans les phases finales et dans la Grande Coupe d'Europe au printemps. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Non, moi, en regardant le calendrier, je me fais un peu plus de soucis pour Toulouse, qui est déjà tout autant impacté que l'ASM, en termes non pas de joueurs français, mais de joueurs sélectionnés. 7 Toulousains, 7 joueurs à l'ASM, donc 6 Français et Dedlo. En sachant que Dedlo sera présent sur certains matchs du tournoi. Devrait être présent. Plutôt. Oui, parce qu'on rappelle, c'est pas la même règle. Voilà. Il n'y a pas de convention avec la fédération écossaise. C'est un peu du gré à gré avec les managers et tout, mais Clermont a toujours joué le jeu vis-à-vis des entraîneurs et du staff de l'Écosse et il n'y a jamais eu de problème entre les 2 parties. Donc, moi, j'en reviens. On va simplement faire Toulouse. Je te coupe, Jeff, 2 petites secondes, simplement pour rappeler, info pratique, rappeler le calendrier pendant le tournoi Destination. Donc, il y aura la prochaine journée, la 16e journée, l'ASM recevra Bègles, donc ce sera le 16 février. Pour ce match-là, Greg Ledlow pourrait être présent puisqu'il n'y a pas de match internationaux ce week-end-là. Dans le même temps, Toulouse se rendra au Racing 92 et La Rochelle ira défier Grenoble. La journée suivante, ce sera le week-end du 23-24 février. Alors là, il n'y aura pas les internationaux du coup, puisqu'il y a des matchs du tournoi. C'est le week-end de France-Écosse notamment. Ce week-end-là, donc le dimanche 24, l'ASM ira défier Lyon. La Rochelle accueillera le Stade français et Toulouse recevra Montpellier.
journée suivante, le 18, on sera début mars. Donc là, c'est pareil, Greg Ledlow pourra être là parce qu'il n'y aura pas de matchs internationaux. L'ASM accueillera Grenoble, le Racing accueillera La Rochelle et le Stade français jouera à la maison face à Toulouse. Et enfin, le dernier match qui rentre dans ces doublons de tournoi. Là, c'est pareil, sans les internationaux, puisque ce sera la dernière journée du tournoi avec notamment Italie-France. L'ASM accueillera Pau, Agen recevra La Rochelle et Toulouse recevra Lyon. Oui, voilà. je suis d'accord avec Jean-François. Le gros point positif dans tout ça, c'est le calendrier. Parce que quand on pose la question, l'ASM a-t-elle gros à perdre ? Pour moi, le plus gros à perdre, ça serait une des 2 premières places qualificatives directement pour les demi-finales. Le premier concurrent direct, La Rochelle, qui est à 6 points de Clermont actuellement, a un calendrier plus défavorable que l'ASM, comme vous venez de l'annoncer. Donc, l'ASM a un calendrier positif. Après le match de Castres, j'étais un peu plus négatif, mais en regardant le calendrier, je pense pas. La Rochelle, c'est 3 déplacements, une réception sur cette période. Ouais. Toulouse, c'est 2 déplacements, 2 réceptions. L'ASM, c'est 3 réceptions, 1 déplacement. Et puis regardez le menu de Toulouse. Toulouse doit aller au Racing. Toulouse reçoit Montpellier. Toulouse va au Stade français et Toulouse joue Lyon. Ouais, c'est du lourd. La Rochelle va au Racing et La Rochelle reçoit le Stade français. Après, il y a le bémol dont parlait Christophe, c'est si demain Fernandez out pour 1 mois, 2 mois, je ne sais pas, parlons pas. L'ASM joue avec qui et comment? Alors, Nanae Williams, c'est pas une assurance touriste, mais on l'a déjà vu à l'arrière que c'est surtout que tu n'as plus de buteur. Il n'y a plus de buteur. Alors, il y a la possibilité peut-être de faire monter Dorian Laverne. Tu n'as plus de buteur. Nanae Williams peut buter, mais tu n'as plus de buteur fiable. Ouais, avec les standards d'un niveau du top 14. Oui. On l'a vu sur la transformation qui était assez facile de laisser lui. Elle passe à côté. Est-ce que c'est rassurant? On a vu, il est parti avec l'ASM, il est au Japon. Fernandez oui. Est-ce que du coup, s'il est vraiment, il y avait une blessure, si le staff a vu des doutes, est-ce qu'il aurait amené Je pense que s'il y avait vraiment une blessure grave, ou sérieuse du moins, il ne serait pas parti. Il serait resté ici à se soigner. Donc c'est plutôt encourageant en effet qu'il soit parti. L'interrogation que j'ai ensuite, s'il peut rejouer assez rapidement, dans quelle disposition va-t-il être? On sait qu'il peut parfois être un petit peu fragile. Est-ce que dans sa tête, c'est peut-être pas la blessure de trop Fragile dans la tête, peut-être. En plus dans son corps aussi. Dans son corps aussi, c'est souvent lié. Pour revenir à ce qu'on disait, qu'est-ce que l'ASM a crainte, c'est de perdre un match à la maison, tout simplement. Et c'est vrai que pour moi, le premier sera révélateur parce que c'est peut-être le plus rude, Bordeaux, comme tu l'as dit, est dans une dynamique intéressante, peut viser est dans les 6 actuellement et a certainement envie d'y rester. Donc à voir par rapport à cette... Parce que le reste on parle du 10, mais tout ça pour dire qu'on est focalisé sur ce poste-là, parce qu'aux autres postes, clairement est équipé. Il y a du monde, effectivement. Il y a du monde et ils peuvent voir venir. Plus que le 10, c'est la question du buteur, oui, même. 10 et buteur, en effet. Alors après, il y a une autre possibilité, c'est de faire monter le jeune Lavergne. Mais bon, Jean-François me disait qu'il n'avait pas buté avec les espoirs, donc c'est peut-être pas le premier choix en espoir. Donc c'est déjà pas le premier choix de Philippe Goran et d'Adel Fella en espoir, qui préfèrent faire buter le demi-mêlée Vialard. Et d'ailleurs, pourquoi pas aussi, avec les absences des internationaux, avoir une charnière Cassan, non pas une charnière, mais de numéro 9 Cassan et Vialard, en sachant que Vialard peut buter, lui. Mais c'est beaucoup de responsabilité quand même. Il peut jouer numéro 10, Vialard. Attention, pour de très très jeunes joueurs. Vialard. Vialard peut pas être là. Il est retenu avec les U20. L'équipe de France des U20. Avec le Marseillais. C'est pour ça que c'est Uto qui est monté dans l'avion pour aller au Japon. C'est ça. Pour être le second de Cassan sur ce match. Est-ce que, quand on voit le calendrier, est-ce que la réception de Grenoble ne ressemble pas au match piège un petit peu, parce qu'on sait que Grenoble va devoir... Pau, ça sera des matchs pièges, ça sera les matchs pas difficiles, pas faciles, je veux dire, à négocier, dans la mesure où ces équipes-là ne sont pas impactées, n'ont pas grand-chose à perdre. Et elles jouent le couteau entre les dents. Et elles jouent quand même pour le maintien, donc oui, ça sera. On l'a vu hier avec Grenoble à Toulouse, qui a longtemps tenu et avant de craquer. On verra ça, en tout cas, donc dans les semaines à venir et sur ces 4 prochains matchs. Dans quelques minutes, les tops et les flops, ainsi que le quiz pour clôturer ce podcast ici Montferrand. Mais avant cela, on va revenir quelques instants, mais sur le match de ce week-end, l'ASM qui s'est incliné à Castres. C'était samedi. Christophe, tu y étais.
On a dans les réactions d'après-match, tous les Clermontois s'accordaient sur un point, c'est voilà la victoire logique. Oui, du CO. battu dans l'intensité, dans l'engagement, tout simplement. Une équipe qui, elle, était vraiment au pied du mur, mais sérieusement, qui jouait son avenir, enfin son avenir, sa place dans les 6. Ils perdaient encore ça aurait été leur quatrième défaite à la maison. Quatrième défaite à la maison, celle de trop, ça aurait été celle de trop probablement. Donc une équipe là aussi avec le couteau entre les dents, remontée comme un coucou. Et bon, une équipe de l'ASM qui ne se savait pas en danger, même s'il y avait la possibilité, et ça s'est vérifié, de perdre la première place. Donc il y a eu une différence trop importante d'engagement et dans le combat, et qui a fait que ça a penché assez facilement du côté de Castres. Et comme l'a dit Christophe Furios, Clermont aurait pu morfler beaucoup plus. Parce que j'ai en tête 2 actions, notamment des Castrés en première mi-temps, qui auraient pu aller à dame. Et puis bon, ils ont eu Clermont a défendu quand même, à rien lâcher. Il y a pas eu, les vannes n'ont pas sauté non plus. À l'image du petit Fischer. Tout à fait. 17 plaquages tentés, 17 plaquages réussis. Notamment en première mi-temps, j'ai pas la différence entre la première et la deuxième, mais en première, moi, je l'ai un peu suivi pendant un long moment. C'est quelque chose, le garçon. Il plaque, il se relève, il plaque, il se replace, il fait que ça. Et puis c'est un vrai moteur. Intéressant. C'était l'une des satisfactions. Intéressant parce qu'en plus, c'est un profil que Clermont ne possède pas, Fischer. Voilà, ce troisième ligne plaqueur-gratteur. Ouais. Que l'ASM a tenté vainement, d'ailleurs. Ça aurait pu être Hardy, l'Écossais. D'aller recruter l'été dernier, et qu'on fait, on se rend compte, a posteriori, certes, mais on se rend compte que ce profil de joueur, avec encore du travail et des caps à passer avant de répondre aux critères du rugby international, mais ce type de joueur, elle l'avait, et elle l'a en sa possession. Alors, faut lui laisser du temps au jeune Fischer, qui en plus a la particularité de pouvoir doublonner. Il n'est pas seulement troisième ligne, il peut aussi dépanner à un autre poste, c'est ça, Christophe ? T'as l'honneur, mais bon, là je crois qu'ils ont un peu fait une croix dessus quand même, parce qu'il s'est avéré que la qualité de lancer n'était pas au diapason de sa qualité de plaquage. Un peu compliqué. Après, tu parles de cap à passer, oui, s'il y en a un à passer, ça va être dans le jeu dynamique en portant le ballon. Et après, quand il progresse là aussi, il ressemblera à un garçon qu'on a vu hier, qui s'appelle Facundo Isa, qui a un peu le même profil, un peu cette espèce de trapu omniprésent, très efficace dans les zones de combat. Sauf que Isa, aujourd'hui, a un temps d'avance, parce que même avec le ballon, il avance. Facundo Isa, Liam Gill, c'est ce genre de profil de joueurs. En effet, ne sont pas de très très grands troisième ligne, mais sont troisième ligne plutôt trapus, comme tu disais, mais qui ont une capacité à avancer ballon en main, à brécher, à casser le premier rideau défensif, et surtout qui sont très bons pour plaquer, se relever et tout de suite revenir au grattage. Et qui aura Fischer, du coup, qui aura pu s'exprimer pendant ces rencontres de challenge européen. Donc on va dire que c'est la seule note positive de ce match pour l'ASM, vu qu'il n'y a rien d'autre à ramener, même pas un point. On en parlera peut-être dans les tops et les flops. C'est le prochain, on y arrive. C'est l'enchaînement tout de suite, donc des tops et des flops. Un coup de cœur, un coup de gueule. On va commencer avec toi, Jeff. Tu veux du top ou du flop ? Comme tu veux, allez. Commençons par les tops. Au top, je vais parler de l'ASM et surtout de l'équipe de France. Enfin, oui, comme titré un billet hebdomadaire spécialisé dans le rugby, enfin, la charnière Parra-Lopez, on devrait être alignés ensemble en équipe de France pour la première journée du tournoi des destinations face au Pays de Galles, me semble-t-il. Une première depuis des années. Ils n'ont débuté qu'un seul match ensemble, et c'était justement face au Pays de Galles il y a plusieurs années. On dit enfin parce que Parra, c'est certainement le meilleur demi de mêlée français dans son profil. On va le différencier de Dupont, qui est vraiment très différent. Et puis, Lopez est le meilleur ouvreur français tout court, point barre, quoi. On attend de voir quand le jeune Bordelais Jalibert jouera 2 matchs de suite, s'il est capable d'enchaîner. Mais bon, pour l'instant, c'est Lopez. Je dis enfin, on va pouvoir voir la meilleure charnière française possible évoluer sous le maillot de l'équipe de France. Arnaud, ton top ? Alors mon top, c'est un peu un top tiré par les cheveux, blond, de Jules Plisson d'ailleurs. Un top ironique, alors. Ouais, un top ironique, c'est exactement ça. Alors, top que ce joueur a choisi de rester au Stade Français, parce que je pense que pour l'ASM Clermont, c'est une bonne nouvelle. Jamais trop apprécié ce joueur. On parlait de Pato Fernandez qui avait probablement quelques petits soucis dans la tête. Jules Plisson, je pense que c'est pas probablement, c'est un garçon qui est un peu
Ouais, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit trop. J'ai jamais trouvé décisif sur des rencontres. Qui supporte pas la pression. Beaucoup moins talentueux. Ouais. Beaucoup moins talentueux. Un jeu au pied dans ses pénalités qui est pas souvent, enfin, qui manque d'efficacité. C'était pas une bonne pioche pour Clermont et c'est mieux qu'il reste au Stade Français dans son cocon. Et visiblement pas très courageux en défense. Et pas très courageux. C'est vrai que c'est quand même parlant. J'en reparlerai. Qu'il fait hier. Bon, on y reviendra dans quelques instants. À toi, Christophe. Alors mon top, moi, c'est le public de Pierre Fabre, le public castré, je trouve que c'est rafraîchissant quand on arrive 1h30 ou 2 heures avant le coup d'envoi des matchs et qu'on voit les deux clans, les deux publics se mélanger, des supporters s'embrasser comme si c'était la même famille, quoi. C'est ça, et puis inviter les uns chez les autres. Enfin bon, un grand chapiteau qui a maintenant un castre dédié aux supporters. J'ai vu. Ça dansait d'ailleurs, visiblement, oui. J'ai vu sur certains tweets. Et je trouve que c'est un côté. Alors, on parle souvent des valeurs dans le rugby, mais tant que ça existera et que les supporters des deux camps, même malgré l'enjeu d'une rencontre, malgré ce qui se passera après, enfin ce qui peut se passer après sur le pré, sur la pelouse, je trouve que c'est bien que les supporters gardent des contacts et continuent à se faire la bise et à boire des bières ensemble, quels que soient les enjeux sportifs. Et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, dirait en un effet. ancien président de club. Ton flop, Jean-François. Mon flop, c'est la défense du Stade Français, malheureusement. Mais alors sur les 3 dernières minutes du match, hein, pas uniquement, hein, tu vises pas lors de sa défaite à Toulon. Hein. Bon, on passera sur le fait qu'ils ont fini le match à 14, hein, avec le carton pour Jonathan Danty, qui a encore brillé par sa lucidité et sa clairvoyance, le pauvre garçon. S'il n'est pas en équipe de France, c'est pas la peine qu'il se demande pourquoi. Hein. Il n'y a qu'à regarder la fin de match. Hein. Non. Et puis bon, on va envoyer la vidéo de ce podcast à nos amis franciliens. Non. Et puis j'en reviens à ce repli sur cette action de Nakossi, ce repli de Plisson. Il a dû, je sais pas, il devait être daltonien, il pensait que c'était un coéquipier qui avait le ballon, il a tout fait pour éviter de le plaquer, hein. Et puis il a bien évité de le plaquer. Moi je crois qu'il a pas confondu, il a justement vu que c'était Nakossi, il s'est dit oulala. Ouais. Ça me faire mal. Jules, si tu nous regardes. Non, mais c'est symptomatique de ce joueur qui est, comme disait Arnaud, je pense qu'il réfléchit beaucoup trop. Il n'a pas de problèmes mentaux, hein, non, au contraire, je pense que c'est un garçon bien éduqué, bien élevé, il n'y a aucun souci, hein, mais je pense qu'il se met le cerveau à l'envers pour tout et rien, et ça influe sur une fragilité mentale, tout simplement, pour pratiquer le sport de haut niveau, qui lui joue des tours sur le terrain. On le voit dans le jeu, et puis on le voit dans le repli, on le voit dans cette action où, quand fait, il a quasiment... mais comme ses autres coéquipiers, hein, il n'a pas fait grand-chose pour empêcher Nakossi de marquer. Voilà. Mais quand on voit les ouvreurs, les Sanchez, on peut se faire du souci quand même pour lui quand on voit ses performances aujourd'hui, quand il dit qu'il mais reste à bon, Paris. Il est gif. Il connaît le club, il accepte visiblement d'être numéro 2. Voire numéro 3, je suis désolé. Pour moi, dans l'ordre, il y a Sanchez, il y a Stein, et il y a lui, quoi. Il veut pas trop se sortir de son cocon parisien, j'ai l'impression. Là, il aurait fait un acte fort en sortant de sa zone de confort. Ouais, mais il veut pas se mettre en danger. Ça montre bien qu'il est bien où il est, qu'il a peut-être pas trop d'ambition. C'est ce qu'il souhaite, c'est son choix. Hein, voilà. Arnaud, ton flop. Mon flop, alors c'est un avis encore une fois très personnel, c'est ce match caritatif au Japon. Alors je ne conteste pas l'aspect caritatif de la rencontre. Je ne conteste pas le principe, mais bon. Voilà, je ne conteste pas le principe. Mais bon, c'est 24 heures de voyage. Hein. Ils sont partis hier midi, ils sont arrivés aujourd'hui à midi. 24 heures de voyage retour, la fatigue accumulée. Faudrait pas le décalage horaire, oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait de blessés supplémentaires dans une période où justement Clermont a besoin de ses joueurs avec les doublons du tournoi des 6 nations. Surtout, on va arriver dans une période importante là. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est petit flop pour ce voyage qui me semble un peu inutile à cette période de l'année, mais bon, puisque l'ASM a été choisi pour représenter le rugby français.
D'ailleurs, je me pose une question, parce que bon, les matchs caritatifs ou les matchs de gala, on voit à peu près à quoi ça ressemble, hein, aussi bien dans le foot, hein, voilà, on retrouve Zidane et compagnie. Au basket, il y a les All-Star Games, là, mais donc Là, c'est pas des retraités. Là, c'est les mecs défendent pas du tout. Hein, All-Star Game, on a des scores à 175 à 170. Mais là, un match de caritatif ou de gala entre deux équipes professionnelles. Je crois quand même que c'est un acte caritatif. Enfin, il y a le nom et peut-être la recette qui va aller, on ne sait pas trop où. Mais Franck Azema aborde ça comme un vrai match d'ailleurs. Ah oui, de travail. Il amène 26 joueurs, mais il sait très bien qu'il aura droit qu'à 23 joueurs sur la feuille, à tant de remplaçants. Alors après, je crois qu'au niveau des remplacements, ils pourront en faire autant qu'ils veulent. D'après ce qui était, c'était ce qui était évoqué la semaine passée. Pour eux, c'est un vrai match. Après, ce qui est certain, c'est qu'il a un intérêt. Ça, c'est un autre débat. Qui dit vrai match dit vrai risque de blessure. Donc. Tout à fait. Ah bah bien sûr, oui. Ah bah de toute façon, déjà à l'entraînement, un match, il vaut mieux le jouer en s'engageant à 100% et en s'engageant. En s'engageant, parce que si tu t'engages pas et que justement tu fais du gigot haricot, c'est là que tu peux. C'est le meilleur moyen en évoluant sur la retenue, en disant faut pas que j'y aille, pas trop justement d'être à contre-temps et de se blesser. Christophe, ton flop. J'essaie de faire plus court parce que sinon on va finir par être trop long. C'est un flop de désolation, c'est la nouvelle défaite de Perpignan. Les pauvres, ils ont une de plus. Ils se dirigent tout droit vers un 0 pointé, ce qui serait quand même... je ne sais pas si c'est mérité ou pas mérité, mais ça serait vraiment désolant pour ce club. Et voilà, ça minerait encore plus le moral de tout le monde dans ce pays qui reste malgré tout une terre de rugby. Donc cette nouvelle défaite va peut-être leur faire mal, parce que je pense que Pau était ciblé parmi les rares adversaires qui peuvent prétendre faire Pau, Agen, voilà. Pau, Agen, Grenoble, voilà. Pau, c'est fait, ils sont passés, ils ont gagné. Ça veut dire que pour l'USAP, ça continue à s'enfoncer. Ça illustre une chose, surtout, c'est que le fossé se creuse de plus en plus entre la Pro D2 et le Top 14. Parce que quand on voit le parcours de Perpignan l'an passé qui avait survolé le championnat, on pouvait s'attendre, voilà, en plus, comme tu l'as dit Christophe, c'est un club qui connaît bien le rugby, enfin voilà, sa vie pour le rugby. Ça n'a pas fini de s'agrandir, ce fossé, parce que les règles sont faites de telle façon que... On ne met pas le promu. On ne met pas au moins l'un des promus dans les meilleures conditions pour monter. Du tout, non. Avant, le champion montait directement. Ce qui fait qu'on pouvait être champion à 3 ou 4 journées de la fin. Ce qui fait qu'on pouvait déjà avoir anticipé et préparé son recrutement. Alors que là, Perpignan a fini premier de la saison régulière, mais il a fallu ensuite en passer par les phases finales et gagner cette finale. Donc c'est déjà 15 jours à 3 semaines de perdu. On peut déjà plaindre le promu la saison prochaine, qui s'appelle Bayonne, Nevers ou Brive ou je sais pas qui, ou Oyonnax. Ça va être très compliqué, parce que là, en plus, l'essentiel des équipes du top 14 font leur marché maintenant de plus en plus tôt. Tout est calé. Je pense que voilà. Là, c'est fini. Voilà. Donc ça va être de plus en plus compliqué pour celui qui montera de Pro D2. Ouais. Allez, c'est la fin de ces tops et de ces flops. La fin de l'émission approche, mais avant cela, on va jouer avec le traditionnel quiz. Alors, on a période de tournoi à destination. Je me recule un peu parce que j'ai peur qu'il y ait certains qui regardent les fiches. Ah, c'est un quiz. Un quiz sur les internationaux. Alors, sur les tricolores, voilà, des joueurs de l'ASM Jean-Pierre Romeu par l'équipe de France. Non, il n'y est pas. Bon. Il n'y est pas. Jules Plisson. On va Stéphanie de Monaco. Commençons avec ce joueur qui a disputé 21 matchs avec le 15 de France. Malzieu. Sa première sélection remonte à novembre 2001. C'était Bory. Non, c'était face à l'Afrique du Sud. Tony Marsh. Voilà, 3 ans seulement après son arrivée en France, il joue 3/4 centre. Il a fini sa carrière internationale. Il a disputé son dernier match avec l'ASM en juin 2007 en finale face au Stade Français. Tout à fait. Deuxième international. Je me suis illustré dès ma première sélection en marquant un essai. C'était face à l'Afrique du Sud. Ça reste aujourd'hui d'ailleurs le seul essai que j'ai inscrit en bleu. J'ai commencé au centre. Aujourd'hui, je joue un peu plus à l'aile et je fais partie des 6 Clermontois qui sont retenus. Damien Penaud, retenu pour ce tournoi 2019. Ah oui. J'étais à des années-lumière. Je cherchais plus loin. J'étais beaucoup plus en arrière. Pièce maîtresse du pack tricolore, j'effectue mes grands débuts en équipe de France en Afrique du Sud.
Olivier Merle, voilà. Ma carrière internationale s'arrêtera face à ces mêmes Springboks 4 ans plus tard, en 97, après une déroute au Parc des Princes. Tu y étais, Christophe? J'y étais, ça fait pas brillant. Il ne fut pas le seul Montferrandais à arrêter sa carrière ce jour-là. Il y avait aussi un certain Philippe Saint-André, dernière sélection. Donc, 2 ans de la charrette était lourde. La Croix, Cabane, Saint-André, le début de l'ère Ibanez. Voilà, il y a un passage de témoin là, mais voilà. Un partout, la question qui vient va être décisive. Je compte 45 sélections en équipe de France. Je suis convoqué pour la première fois lors du tournoi 2011, mais je ne fais mes débuts en bleu qu'un an plus tard face à l'Italie. Christophe Buron. Eh oui, vous y étiez presque, mais pas tout à fait. Nouvelle victoire de Christophe Buron. Pardon, vous aurez votre chance un jour, Arnaud. Peut-être un jour où Christophe sera pas là. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Elle reste ici, là, celle-là. D'avoir participé à cette émission. Nous attendons vos commentaires, vos remarques constructives sur la page Facebook d'Ici Montferrand ou sur notre compte Twitter. Vous pouvez retrouver cet épisode sur la plateforme Castbox. Merci beaucoup, bonne journée et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Salut à tous, au revoir.